Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à WAB Info Télévision. Bienvenue à regarder ce tout premier débat sur WAB Info TV de 2025. Nous recevons pour aujourd'hui Monsieur Josué Kabanza et Monsieur Joe Okapi et qui vont devoir bien évidemment parler sur un sujet d'actualité, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive, surtout ici chez nous en République démocratique du Congo. Le sujet n'est autre que la peine de mort. Nous recevons Josué Kabanza. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, Monsieur Faustin. Bonjour, chers téléspectateurs. Et meilleur vœu, bonne année 2025. C'est un plaisir pour moi de participer à ces débats importants sur la peine de mort. Et je pense que nous aurons en tout cas un temps suffisant pour essayer d'éclairer notre position en ce qui concerne ces sujets très importants. Madame, Monsieur, Josué Kabanza est contre la peine de mort exercée ici en République démocratique du Congo. Nous recevons au deuxième lieu Monsieur Josué Okapi, que j'appelle affectueusement Joe Okapi. Bonjour et bonne arrivée. Bien, bonjour Faustin, bonjour à tous les téléspectateurs de WAB Info TV. Bonjour également à Josué Kabanza. Je salue déjà la qualité de ce débat. Ça veut dire que les téléspectateurs auront un bon débat. Très bien. Madame, Messieurs, vous le savez peut-être, cette émission a toujours été d'une manière dingue, bien sûr, a toujours eu un caractère pédagogique, je l'ai dit. Et vous le savez également que vous également qui êtes en train de nous regarder, vous devez avoir une notion à tirer après ce débat. C'est pourquoi nous donnons directement la parole à Monsieur Josué Okapi qui va devoir soutenir sa thèse. Pourquoi il soutient la peine de mort en République démocratique du Congo? Alors, merci beaucoup Faustin pour la question. Alors, comme vous l'avez bien souligné, ce débat a un caractère pédagogique. Ça veut dire je vais apprendre de Josué Kabanza. Les téléspectateurs vont devoir apprendre de nous, car nous avons des avis vraiment soutenables. Alors, d'entrée de jeu, nous sommes pour l'application de la peine de mort en République démocratique du Congo, surtout en circonstances pareilles. Circonstances de guerre, circonstances de troubles urbains, circonstances en tout cas où la vie humaine a perdu son sens avec ceux-là qui en tout cas éliminent les autres sans pour autant tenir compte de leur droit à la vie. Alors, d'entrée de jeu, s'il faut d'abord que je définisse la peine de mort, parce que je suis pour la peine de mort. La peine de mort, c'est une sanction, c'est une peine privative de la vie. Ça veut dire, après une décision de justice, la justice décide en tout cas de t'éliminer pour une faute grave, une infraction grave commise. C'est ça, c'est que les téléspectateurs, dans des termes beaucoup plus simples, ils doivent comprendre. Comme il y a des sanctions privatives de liberté, il y a maintenant la peine de mort qui est une sanction privative de la vie. Ça veut dire on ôte ta vie après une décision de justice. Alors, s'il faut motiver ma position, c'est que nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes dans un contexte particulier qui demande en tout cas une sévérité de la loi, d'autant plus que le droit pénal congolais, ça veut dire le code pénal, n'a jamais, en tout cas, effacé la notion de l'application de la peine de mort. La loi dans un pays qui réglemente les infractions, en RDC, c'est le code pénal. Article 5 du code pénal, on dit les peines applicables aux infractions sont. Et la première peine, c'est la peine de mort. Donc, dans notre arsenal juridique congolais, la peine de mort doit être d'application parce que n'a jamais été abolie. Donc, déjà que le code pénal encourage ou bien maintient l'application de la peine de mort, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut la refuser. D'autant plus que, comme je l'ai dit encore tantôt, nous sommes dans une circonstance très critique des guerres, des troubles urbains, comme le gouvernement l'a ainsi bien dit, parce que l'exécution de la peine de mort, la dernière exécution de la peine de mort a eu lieu en tout cas en 2003. Et dans ces époques-là, il y a eu peu de banditisme urbain, il y a eu peu de crimes commis. Pourquoi? Parce que c'était la venue de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il est venu avec l'application de la peine de mort.
Et nous avons vu que nos parents vivaient dans la paix, dans l'harmonie, dans la quiétude, parce que la fonction même de la peine, la fonction intimidatrice, la fonction de dissuasion, en tout cas, battait son record. Parce que tous les criminels de haut chemin, de haute facture, dès lors qu'ils voyaient leurs camarades être lapidés, soit décapités, soit fusillés, ils avaient la peur. Ils se disaient, en tout cas, si je me retrouve dans la même circonstance que mon camarade, c'est la peine de mort qui m'attend. Alors, il y a eu une quiétude, il y a eu la paix, il n'y a pas eu de criminalité exagérée à cette époque-là. Alors, avec le moratoire, il y a eu suspension de l'application de la peine de mort. On a suspendu l'application jusqu'au 13 mars 2024, où, dans un conseil des ministres, Madame la ministre Rose Mutombo a levé le moratoire par une note circulaire. Il a donné ordre au juge d'appliquer la peine de mort. Alors, la question qu'on doit se poser, pourquoi, dans ce laps de temps, on s'est réservé d'appliquer la peine de mort? Et pourquoi maintenant, on se décide de lever le moratoire? Alors, il y a une motivation, parce qu'on ne peut pas dormir et se réveiller et lever le moratoire. Madame la ministre a motivé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le ministre de la Justice a étendu même les limites, a étendu en tout cas le champ d'application des peines de mort. Ça veut dire que c'est important aujourd'hui, dans les contextes congolais, d'appliquer la peine de mort. Prenons un exemple. Le premier cas, comme je l'ai dit, nous sommes en période de guerre. Nous sommes au front. Et que par mégarde, il y a un de nos militaires qui collabore avec l'ennemi. Il peut vendre les plans de guerre. Mais Faustin, imaginez-vous, non seulement il vient d'hypothéquer l'avenir de tous les militaires au front, l'avenir des enfants des militaires au front, mais également l'avenir de tout un pays. Souvenez-vous que les militaires, dès lors qu'ils entrent en fonction, ils jurent, nous allons mourir pour la patrie. Maintenant, quelqu'un qui a juré donner sa vie pour la patrie, eh bien, cette personne vend les plans de guerre. Une telle personne, les placer en prison, Faustin, ce n'est pas possible. Il faut l'éliminer. Il faut en tout cas que la peine de mort soit applicable pour ce genre de fractions. La haute trahison, le complot, la désertion aiguë pendant la période de guerre. Alors voilà pourquoi nous sommes également motivés dans le contexte congolais d'appliquer la peine de mort. Merci. Revenons au banditisme urbain. Vous avez tout au plus 1 minute. Merci beaucoup, c'est amplement important et suffisant. Aujourd'hui, avec le phénomène Kuluna à Kinshasa, mais ceux-là qui sont en train de soutenir l'abolition de cette peine, ce sont ceux-là qui n'ont jamais été victimes de la barbarie des Kuluna à Kinshasa. Moi, j'ai vu des vidéos où un Kuluna était en train d'arracher l'oreille parce qu'il voulait, en tout cas, retirer un bijou en or. J'ai vu les gens être tabassés à mort parce que les Kuluna voulaient un téléphone. Alors, nous sommes dans un état où le droit n'est plus appliqué. Alors, il faut mettre terme à ce genre de barbarie en appliquant la peine de mort. D'autant plus que c'est dans notre arsenal juridique congolais. Merci beaucoup, M. Joe Okapi, d'avoir soutenu votre thèse. Merci également à vous, M. Josué. Donc, c'était Josué, hein, Josué Kabanza. Comment est-ce que vous pouvez également soutenir la vôtre? Au fait, d'emblée, je salue en tout cas les arguments très pertinents de mon co-débatteur, mon homonyme Josué, en tout cas que je salue et je félicite. Premièrement, moi je suis en tout cas contre la peine de mort ni son application en RDC, pour plusieurs raisons. La première raison est que nous sommes un état de droit, un état respectueux des droits humains. Et la peine de mort est contre les droits humains, le droit à la vie, un droit inaliénable. L'État ne peut pas prétendre protéger la vie en ôtant la vie. Cette barbarie légale n'est pas à soutenir. Surtout, mon co-débatteur a présenté le contexte actuel de la RDC, de violence, de conflits. Mais il a oublié une chose, que le chef de l'État lui-même a reconnu que nous sommes un pays qui a une justice malade. Un pays qui a une justice malade
lui accorder le droit de décider de la vie ou de la mort des citoyens, c'est extrêmement grave. Comme vous le savez, notre système judiciaire, il est défaillant, caractérisé par la corruption, où ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le pouvoir, peuvent influencer les décisions de la justice. Comment à une telle justice, on peut accepter que la peine de mort soit appliquée? On sait très bien que il n'y a aucune justice infaillible au monde. Et la nôtre qui est défaillante, avec des erreurs de justice constantes, comment accepter que la peine de mort soit appliquée dans notre pays? Et on sait le caractère irréversible de la peine de mort. Une fois les condamnés exécutés, la justice, même si elle constate des erreurs, il n'y a plus possibilité de revenir en arrière pour corriger les erreurs de la justice. Et le cas le plus emblématique de notre pays, c'est l'affaire Simon Kimbangu, qui en 1951 a été condamné par la justice coloniale. Et cette affaire a donné des leçons importantes à la problématique de la peine de mort. Vous savez aussi que nous sommes dans un pays caractérisé par l'instabilité politique. La peine de mort, l'application de la peine de mort peut être une opportunité pour les détenteurs de pouvoir d'éliminer des adversaires politiques. Vous le savez très bien. Le président Mobutu, entre 1965 jusqu'à 1990, pour éliminer ses adversaires politiques, mon co-débatteur ne va pas oublier les martyrs de la Pentecôte. Évariste Kimba, Anani, Alexandre Mahamba, qui ont été exécutés après une condamnation à la peine de mort. Donc dans ce pays, où premièrement la justice est défaillante, et mon co-débatteur ne va pas me contredire là-dessus, il est en tout cas inacceptable que la peine de mort soit soutenue. Il a parlé du caractère dissuasif de la peine de mort. Mais les statistiques montrent clairement que le pays qui ont maintenu la peine de mort, le taux de criminalité est très élevé. Prenons l'exemple des États-Unis. Déjà 27 États sur 50 ont déjà aboli la peine de mort. Et dans ces pays dans ces États où il y a abolition de la peine de mort, le taux de criminalité est faible. Et l'abolition de la peine de mort dans ces autres États continue progressivement. Mon co-débatteur a vanté la période de M. Laurent Désiré Kabila, même si il a fait une erreur de date en 2003. Laurent Désiré Kabila était déjà mort. Il prend le pouvoir en 1997 et il décide en tout cas de lever le moratoire et d'appliquer la peine de mort. On se rappelle de la fameuse chanson Uliwa Mutu Mustade. Uliiba Mustade. On a vanté cette période qui a eu une baisse significative de la criminalité, mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les statistiques prouvent que cette période, il n'y a pas eu baisse sensible, il y a eu spectacle autour des exécutions dans les stades, mais cela n'a pas eu un caractère dissuasif. Et en plus, moi j'aimerais qu'on interroge l'utilité de la peine de mort et sa légitimité et son caractère moral. En quoi la peine de mort est utile? Le temps qu'elle n'offre aucune possibilité de rédemption aux criminels, cette peine n'est dans rien l'État, à part soulager la douleur de la victime, qui en est la seule bénéficiaire. Mais mon co-débatteur a parlé du banditisme urbain. Il a fait allusion à la ville de Kinshasa. Dans un passé récent, il y a eu une belle solution prise par le pouvoir, où tous ces Koulouna étaient amenés à Kanyamaka cesser. On a vu la production en maïs.
on a vu des travaux effectués par ceux-là qu'on considérait comme inutiles, comme des bandits de la société, et à qui on a condamné à une peine exemplaire, à des travaux forcés, et ils ont produit des résultats exceptionnels. C'est l'État qui a inventé. Pourquoi ces revirements spectaculaires des travaux forcés à la condamnation à la peine de mort? Pourquoi ne pas s'attaquer aux causes de la criminalité et non aux conséquences? Parce que je ne vois pas l'utilité, en quoi est-ce que la peine de mort contre le Kuluna aide à transformer ces personnes qui sont aussi victimes de la défaillance de la société, de la défaillance du système politique, ces jeunes à qui on a offert aucune opportunité et qui ont évolué dans un environnement de violence. Je ne vois pas en quoi la peine de mort leur serait utile. Dans l'Empire romain, à une certaine époque, quand ils ont pensé à des alternatives à la peine de mort, ils ont organisé des sanctions de privation de liberté accompagnées de travaux forcés toute une vie. Et pour soulager la douleur des victimes, on prenait des victimes, on les amenait pour aller voir comment ceux-là qui ont causé du tort à la société, comment ils sont en train de purger leur peine, comment ils sont en train de vivre les conséquences de leurs actes. Je ne vois pas quelqu'un qui est condamné à mort prendre conscience du tort qu'il a causé à la collectivité et de pouvoir suivre un chemin de rédemption. En tout cas, dans un premier temps, dans ces débats, moi, je ne pense pas que notre justice, je ne pense pas qu'il est, en tout cas, il serait juste de permettre à l'État, à notre justice, avec sa défaillance, avec tout ce que j'ai évoqué, le fait qu'elle soit malade, de s'arroger le droit d'ôter la vie à des citoyens. Merci beaucoup, Monsieur Josué, pour vos arguments convaincants également et qui ont vraiment une éducation dedans. Monsieur Joe Kapi, vous avez suivi Monsieur Josué Kabanza. Pour ce deuxième tour des tables, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Alors, merci beaucoup. Voilà pourquoi, d'entrée des jeux, j'ai salué la pertinence de ces débats. Alors, j'aime également la qualité des idées avancées par mon co-débatteur. C'est bon, mais j'ai quand même des précisions à faire. C'est bon de réfléchir de cette manière. Alors, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit. Alors, je n'ai pas dit que Mzee Laurent était en vie en 2003. J'ai dit que la dernière exécution à peine de mort remontée de 2003. Donc, merci beaucoup. Alors, tu as commencé par dire que le chef de l'État a dit que la justice était malade et qu'on ne peut pas permettre à une justice malade de condamner les gens à mort. Je suis d'accord avec vous. Cependant, pour la condamnation à mort, il y a une procédure particulière. Pour la condamnation à mort, en tout cas, la procédure elle est un peu longue parce qu'on doit se rassurer qu'on ne doit pas commettre des erreurs. Donc, la crainte n'est pas de condamner un innocent, mais la crainte, c'est que la procédure soit respectée. Donc, si votre crainte était au niveau de la procédure, j'allais vous comprendre. Mais la crainte n'était pas qu'un innocent soit exécuté. Donc, dès lors que l'arsenal juridique congolais a prévu une procédure, en tout cas, très verrouillée pour condamner à mort, je pense que la crainte n'est pas là, la crainte de condamner un innocent n'a pas son pesant d'or pour que, en tout cas, décider de ne plus appliquer la peine de mort. Donc, il y a une longue procédure. Même la victime, même le condamné peut interjecter appel pour se rassurer, en tout cas, que les erreurs ne sont pas, en tout cas, à faire valoir. Il a également évoqué l'affaire Simon Kimbangu, mais c'est une affaire obsolète. D'autant plus que Simon Kimbangu a été jugé par la justice coloniale et nous savons tous l'histoire autour de Simon Kimbangu. C'était, en tout cas, une forme d'esclavagisme où Simon Kimbangu n'avait pas, en tout cas, droit à un procès équitable. Il a été condamné à mort par une justice partielle. Donc,
soulever l'affaire Simon Kimbangu dans des contextes actuels, je pense que c'est un contre-exemple de sa part. C'est vraiment un contre-exemple parce que Simon Kimbangu n'avait pas d'avocat, il n'avait pas plaidé, donc c'était une condamnation à mort qui était arbitraire. Alors, je ne sais pas, mon co-débatteur, si il a en tout cas la connaissance de ce qu'il est en train de dire. Il a prôné les droits de l'homme au début. Les droits humains, notre pays, c'est un état de droit, nous prenons les droits humains. Mais il a oublié une chose. Il dit on peut remplacer la peine de mort par les travaux forcés. C'est ce qu'il a soutenu ici. Il a donné l'exemple que les anciens Kuluna ont été soumis aux travaux forcés. Mais les droits de l'homme dont il est en train de faire les éloges ici refusent même les travaux forcés. Les droits de l'homme, ceux-là qui soutiennent les droits de l'homme au niveau du monde, disent que les travaux forcés sont contre les droits humains. Alors, dans une même tendance, tu es contre une peine contre le droit de l'homme, mais tu es pour une peine contre le droit de l'homme. Alors, en tout cas, je trouve que c'est dire une chose et son contraire. Tu as dit que le condamné à mort n'a pas la chance de se repentir et de revenir dans la société. Mais vous êtes sans oublier qu'il y a la notion du récidivisme. Il y a ceux-là qui récidivent, d'où les récidivistes. Et il y a ceux-là même, après avoir subi des peines les plus atroces, ils rentrent dans la criminalité. Nous l'avons vu avec plusieurs cas. Alors, je trouve que la peine de mort a son pesant d'or d'être appliquée dans les circonstances congolaises. Circonstances de guerre. Je vais donner un exemple ici. Donc pour lui, quelqu'un qui a vendu les plans de l'armée, il mérite la prison. Non seulement il a hypothéqué la vie des militaires, les enfants même du pays. Maintenant, le salut pour lui, c'est Munzenze. Alors, imaginez 5 personnes d'une criminalité aussi atroce que celle-là, 5 personnes à Munzenze. Je vous assure qu'au lieu que la prison soit un endroit de réinsertion sociale ou bien d'éducation, la prison va se transformer en un centre de formation de rebelles. Ils vont se communiquer des tactiques pour en fait très bien frapper. Vous avez une minute, Josué. Merci beaucoup. Nous avons vu des vidéos avec des Kuluna. Ici récemment, un Kuluna, on va le mettre dans l'avion pour être condamné à mort. Il promet aux journalistes la mort. Il nous dit à Lingala, quand je vais rentrer, je vais te tuer. Mais vous voyez, une telle personne, le laisser en vie. Pourquoi? Pourquoi laisser ce genre de barbarie en vie? Il faut les éliminer. Et puis, s'il faut revenir avec l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas du spectacle. Je suis sûr que je n'étais pas encore très mature, mais ce que j'apprends de nos parents, c'est qu'ils vivaient dans une quiétude. Dans la paix, les taux de criminalité avaient baissé. D'ailleurs, l'instaurateur de la peine de mort, c'est notre créateur. C'est Dieu lui-même qui a créé la peine de mort. Nous, les créatures, nous voulons nous opposer au créateur en refusant la peine de mort. Dieu dit à Adam, si tu touches l'arbre de la vie, tu vas mourir. Quel est le rôle de la loi pénale? Il vient pour interdire un comportement biaisé. La loi pénale interdit. Dès lors que tu affiches un comportement hors la loi va te punir. Et la punition de notre loi pénale au Congo, c'est la peine de mort. C'est la première punition. La mort. Dieu dit à Adam, tu touches, tu vas mourir. Adam a touché. Et la peine de mort est entrée. Aujourd'hui, c'est parce que il y a quelqu'un qui a volé la loi pénale de Dieu. Il a violé la loi pénale de Dieu. Alors aujourd'hui, tous ceux-là qui commettent des crimes, en tout cas graves, qui portent atteinte à l'honneur de l'humain, à l'honneur même du pays, il faut appliquer la peine de mort. Il doit mourir. Il doit mourir. Merci beaucoup, Josué. Merci. Merci On vous retient, on n'a pas encore fini. Monsieur Josué Kabanza, nous sommes au deuxième tour des tables. Vous avez suivi les arguments de monsieur Josué, lui qui c'est Dieu qui a créé, qui a commencé avec la peine de mort. Je suis tout à fait Qu'en d'accord. dites-vous? Je suis tout à fait d'accord. Et même Dieu, dans son manière de penser, il a évolué. Parce que il y a
il y a deux testaments. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand l'Ancien Testament consacre la peine de mort, le Nouveau Testament vient avec le pardon, avec l'amour. Ah bon, non, on ne meurt plus. Et ça, je l'ai dit. On n'a pas la parole de Jésus. Hein? Je l'ai dit. La mort, c'est un fait naturel. Nous allons tous mourir. Mais je parle de consacrer la peine de mort comme sanction à ceux-là qui violent la loi. En tout cas, il y a eu une évolution. Je reviens à ce qui concerne le respect des droits et de la dignité humaine. Il a fait allusion aux travaux forcés. Laissez-moi corriger, je parle des travaux communautaires. Au fait, dans plusieurs pays, il y a ce qu'on appelle des travaux communautaires pour que celui qui purge sa peine puisse être utile à la société. Au même moment qu'il est en train d'être puni pour les torts qu'il a causés à la collectivité, qu'il puisse en même temps être utile à la société. Parce qu'il y a quand on parle des Kuluna ou toutes ces personnes qui sont dans le banditisme urbain, il faut le dire, ces gens sont victimes d'un système, de la défaillance même de la société. Ils sont victimes d'une mauvaise éducation, ils sont victimes de l'absence des opportunités d'emploi et ils sont victimes de l'environnement dans lequel ils ont évolué. Et penser régler la question du banditisme urbain, de la trahison, de la criminalité par la violence, et je ne pense pas que ça soit la solution. Ce qu'on est en train d'instaurer un cycle perpétuel de violence, pensons en train de régler la question de la criminalité, mais on est en train d'envoyer un message que nous sommes une société violente et que c'est là qui font de la violence, donc qui sont auteurs de la violence, doivent subir le même sort. Et pourtant, il y a possibilité de combattre les causes de la violence, que ce soit urbaine ou que ce soit la violence sous toutes ses formes. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Je dis ceci, le premier élément, c'est que c'est la défaillance de la justice. Ce n'est pas seulement le président qui le dit, nous en sommes tous victimes. Et heureusement, mon co-débatteur ne l'a pas nié, il ne l'a pas dit que notre justice est caractérisée par la corruption. Notre justice, les décisions de la justice sont le plus souvent influencées par ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le pouvoir. Ce qui fait à ce que, peu importe le voie de recours qu'on accorde, que ce soit à la victime ou au bourreau, le droit à un procès équitable n'est pas garanti. Et c'est ce qui fait à ce que, moi personnellement, je doute des erreurs matérielles. Dans l'histoire de ce pays, il y a eu, quand on évoque, on parle de la législation congolaise, on ne commence pas en 60. On commence depuis des années même, des années coloniales et post-coloniales. Et même on prend des exemples dans le monde, des erreurs de justice, où la justice semble ne pas être défaillante, mais il y a eu des erreurs. Aux États-Unis, il y a un enfant qui a été condamné à mort. Des années plus tard, on s'est rendu compte que le preuve présentée, il y a eu des nouveaux éléments qui ont fait à ce que la justice se rende compte de ces erreurs, mais la peine de mort est irréversible. Et ça, je l'ai souligné. Dans notre pays, j'ai évoqué le fait qu'à une certaine époque, le pouvoir politique a instrumentalisé la justice pour éliminer physiquement des adversaires politiques. Et nous savons très bien comment ça se passe dans notre pays. Avec la levée du moratoire et je ne sais pas ce qui motive l'application actuelle de la peine de mort. Mon co-débatteur a parlé de l'insurrection, il a parlé des rébellions que nous vivons, des hautes trahisons, et qui sont en tout cas susceptibles des peines de mort. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons transformer un bourreau à un acteur utile à la société. Et cela passe par plusieurs mécanismes, notamment l'éducation, la réhabilitation et la réinsertion sociale. Je suis d'accord que le système pénitentiaire de la RDC ne favorise pas une bonne rééducation, ne favorise pas une bonne réhabilitation du criminel et ne favorise pas l'insertion sociale. C'est que
ce que le ministère de la Justice devait faire, devait commencer par les fondamentaux. Mettre en place un système carcéral digne qui permettrait à une bonne rééducation des criminels, une bonne réhabilitation et faciliter la réinsertion sociale. En deuxième lieu, identifier des alternatives à la peine de mort. Parce que la peine de mort est indigne. Je me rappelle, encore une fois, à la période romaine, il y avait, quand il y avait l'application de la peine de mort par pendaison, où on laissait les corps se décomposer pour passer un message aux criminels dans le sens de la dissuasion. Malheureusement, cela s'est présenté comme indigne et même cette société l'a aboli, même la période de Jésus. Jésus lui-même a été victime de la peine de mort. Il a été crucifié avec, je pense, des criminels. Et lui-même, il est revenu, quand la femme samaritaine, la femme qui a péché, quand les anciens ont amené une femme pour dire à Jésus que non, cette femme venait de commettre l'adultère. La loi de Moïse dit ceci. On doit la lapider. Donc là, l'application de la peine de mort était par lapidation. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pendant qu'il dessinait par terre, il a dit que celui qui n'a pas encore péché, qu'il soit le premier à lui jeter la première pierre. Pendant que Jésus dessinait, il a levé la tête, tous ces anciens, qui sont des grands pasteurs, qui sont des grands sanctificateurs, donc les conservateurs, gardiens de la loi, tous ils ont disparu. Et tous ils se sont rendus compte que tous ils sont des pécheurs. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Femme, va, mais ne pêche plus. Et ça, c'est une leçon morale à ceux-là qui soutiennent la peine de mort, qu'il est possible d'accorder une nouvelle chance aux criminels pour qu'ils suivent son chemin de rédemption et de transformer cette personne qui était qualifiée d'inutile par la société et qu'il soit une personne utile et puisse aider l'État dans le chemin de la reconstruction. C'est ce qui s'est passé à Kanyamaka CC. Les jeunes ont été amenés au service national où ils ont été éduqués aux valeurs, ils ont participé aux travaux communautaires et ils ont produit un résultat efficace. Et c'est pourquoi moi je pense que c'est l'exemple parfait de l'alternative à la peine de mort et ça aiderait la société à comprendre les causes profondes de la criminalité, de la violence et de les attaquer et non s'attaquer aux conséquences en éliminant dans la société ce qu'il qualifie, ce que l'État qualifie des personnes dangereuses, des criminels qui sont nuisibles à la société. Merci beaucoup Josué, hein? Merci. Alors nous sommes sincèrement au troisième tour des tables qui est peut-être l'avant-dernier. Monsieur Josué, vous avez 3 minutes. Dans ces 3 minutes, vous allez réagir à ce que monsieur Josué Kabanza a dit et vous lui posez enfin une question. Donc, vous réagissez et vous posez une question. Après, nous allons aussi accorder 3 minutes à Josué. Allez. Alors, ce que je demanderais, c'est l'égalité des armes. J'ai l'impression que Josué a beaucoup plus de temps de parler que non, moi. d'ailleurs, vous m'interrompez en pleine argumentation. Mais lui, quand il est à bout de son argumentaire, maintenant vous m'accordez la parole. Je demande votre diligence, accordez-moi également le temps de m'exprimer. Je suis en train de calculer le temps, ne vous en faites pas, Josué. Ok, alors merci beaucoup. Alors, j'aimerais rappeler à Josué que la loi, parmi les caractéristiques de la loi pénale, ou bien de la loi tout court, la loi a une portée générale et impersonnelle. Dès lors qu'il dit que la peine de mort vient pour, en tout cas, éliminer tous les opposants politiques, alors je ne vois pas pourquoi il se lève, c'est là. D'autant plus que la loi a une portée générale. La loi s'applique à tout le monde. On ne dit pas dans la loi que Katumbi sera condamné à mort. Fayoulou non plus, ou bien tous les opposants. Ce n'est pas ce que le président Félix a dit. Même quand Félix passera, la peine de mort sera toujours d'application. Ça veut dire que c'est une chasse aux sorcières maintenant, où la loi pénale vient pour tuer maintenant tous les opposants politiques. Je trouve que, en tout cas, ce n'est pas correct de sa part de l'évoquer. Si je peux revenir dans l'exemple empirique que mon co-débatteur également a donné.
l'exemple de Jésus avec la femme prostituée. La femme a commis l'adultère. Et ils sont venus auprès de lui parce qu'à l'époque, ça veut dire que, comme il a dit, il fallait une lapidation. Mais Jésus, quand il a dit, si c'est par tes paroles, Jésus a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché soit le premier. Jésus a utilisé un terme beaucoup plus global. On a amené la femme prostituée pour une seule infraction, l'adultère. Pas pour tout le péché. Ça veut dire qu'ils ont fui, pas parce que ils se sont reprochés de l'adultère, mais parce qu'ils se sont reprochés, bon, moi j'ai déjà injurié, c'est un péché, il part. Moi j'ai déjà critiqué, c'est un péché, il part. Pas pour l'adultère. Ça veut dire que Jésus avait pris ces cas comme étant général, pas seulement pour l'adultère. Donc j'aimerais qu'on puisse être d'accord sur cette base-là. Effectivement, elle a violé la loi en commettant l'adultère. Vous n'avez pas la parole. Jésus, alors c'est ce que je dis. Jésus avait écrit par terre, pas en ce qui concerne l'adultère, mais en ce qui concerne les péchés. Même ceux-là qui ne sont pas passibles de la peine de mort. Injurier, ce n'est pas passible de la peine de mort, mais c'est un péché. Ça veut dire, il y a ceux-là qui se sont retournés, pas parce qu'ils ont commis l'adultère qui était passible pour la peine de mort, mais pour injure, parce que c'est un simple péché. Donc, c'est un peu cela. Alors, revenons dans le contexte congolais. Souvent, mon co-débatteur parle, il dit, donnons la chance à ceux-là qui ont commis des atrocités, qui ont blessé la nation, de se réinsérer. Mais est-ce que vous avez une garantie qu'ils vont changer? Mais en fait, le changement de l'homme ne dépend pas de la pitié qu'il vous lui accordez. Nous n'avons pas de garantie. Voilà pourquoi j'ai soulevé dans ma deuxième intervention la notion du récidivisme. Tu as commis des crimes hier, tu vas encore le commettre aujourd'hui. Ça veut dire que changer, ce n'est pas parce qu'on a eu pitié de toi. Ce n'est pas parce qu'on t'a traité d'une manière légère, mais le changement, en tout cas, c'est la loi qui doit s'exécuter. D'autant plus que la loi pénale est de stricte interprétation. Stricte interprétation, ça veut dire que, dès lors que l'article 5 du Code pénal congolais dit que les peines applicables aux infractions sont 1. Peine de mort. On n'a pas besoin de beaucoup interpréter. In claris interpretatio cessat. Dès lors que la loi est claire, elle ne donne lieu à aucune interprétation. La loi pénale dit la mort. C'est la peine qu'on doit appliquer. Alors pourquoi nous venons avec d'autres peines? Pourquoi nous voulons adoucir la peine de ceux-là qui blessent la société? Mais Faustin, prenons les cas. Prenons l'empirisme même, la vie quotidienne de chaque jour. Quelqu'un a éliminé toute ta famille. Il est emprisonné et après 10 ans, il sort. On le met avec toi sur la même table. Mais quel est l'esprit qu'on est en train de créer en toi? N'est-ce pas un esprit de haine? Donc il faut le tuer. Il faut le tuer d'avant. Imaginez Nanga aujourd'hui. Nanga, il vient, il se réinsère socialement. Pendant qu'il a occasionné des déplacements de plusieurs, il a occasionné la mort de plusieurs de nos frères. Et puis, nous dire que Nanga va s'insérer socialement. Ce n'est pas possible. Souvenez-vous, c'est l'histoire. Laurent Kunda. Un jour ici à Goma, on l'avait présenté. Il avait juré qu'il laisse l'armée. Mais après sa repentance devant tout le monde, devant le pasteur, il est venu avec scène d'épée. Vous avez vu comment Laurent Kunda a tué. Ça veut dire qu'il a la nature criminogène en lui. Ce n'est pas parce qu'on n'applique pas la peine de mort qu'il va changer. Il est criminel et il continuera toujours à tuer. Même quand il revient de la prison, il va tuer. Alors, pour éviter qu'il commette d'autres crimes, il faut l'éliminer. Pour éviter qu'il encadre d'autres jeunes ou bien d'autres personnes dans la criminalité, il faut l'exécuter par la peine de mort. Par une pendaison, par une fusillade. Pour que, en tout cas, la fonction dissuasive, la fonction éliminatrice de la peine de mort ait son pesant d'or. Surtout dans le contexte congolais. Que ceux-là qui, en tout cas, vantent les droits de l'homme par-ci, par-là, en tout cas, nous avons notre propre circonstance au Congo. Question, Josué. Alors, la question que je peux poser à mon frère, par vos dires, vous êtes pour la peine de mort. Il suffit juste que la justice soit en bon état. Tu vas dire, on ne peut pas appliquer la peine de mort avec cette justice malade. Autrement dit,
Si la justice est guérie, on peut appliquer la peine de mort. Vous pouvez me répondre à cela. Moi, je ne sais pas répondre à la question. C'est ça la question. En fait, Par vous dites que on ne peut pas se permettre d'appliquer la peine de mort avec cette justice malade. Il y aura des erreurs, vous risquez de tuer les innocents. Autrement dit, si la justice est en bonne santé, on peut appliquer la peine de mort. C'est ce que vous avez sous-entendu. N'est-ce pas? Parce que par déduction, c'est ce que vous avez dit. c'est que en fait, vous choisissez ce que vous voulez comprendre. Et laissez-moi vous éclairer. J'ai commencé par parler du droit à la vie, un droit inaliénable. Et j'ai commencé par dire que on ne peut pas protéger la vie en ôtant la vie. C'est le premier point. C'est mon premier argument contre la peine de mort. Même un criminel a le droit à la dignité, a le droit à la vie, et l'État a l'obligation de le protéger. Vous avez parlé des actes violents de Kuluna, entre parenthèses. Mais c'est la défaillance de la société. Si ces gens excellent dans le banditisme urbain, c'est que quelque part l'État ne fait pas bien son travail. Et son travail est celui non seulement de protéger, mais aussi de prévenir. Et dans ce que j'ai développé, j'ai dit aussi ce n'est pas seulement notre justice. C'est partout au monde, il n'y a aucune justice qui n'est pas défaillante. Et compte tenu de cela, de cette possibilité qu'il peut y avoir des erreurs de justice, et que la peine de mort est irréversible, je l'ai dit aussi, irréversible, parce qu'une fois les condamnés exécutés, la justice ne peut plus revenir en arrière pour réparer cette erreur. Je l'ai dit, ça c'est le troisième argument. Quatrième argument, je parlais de l'utilisation de la justice comme outil d'élimination des adversaires politiques, pas seulement de l'opposition. J'ai donné même de l'exemple d'Évariste Kimba, de Anani, d'Alexandre Mahamba. Plusieurs exemples qui plus tard sont devenus des martyrs de la Pentecôte. Donc j'ai donné des exemples. Pas la parole, Pardon Faustin, avec l'exécution d'Évariste Kimba et les Mahamba, ce n'était pas après une décision de justice. À l'époque, c'était Mobutu, le seul corps qui chantait. Nous sommes maintenant dans l'état des droits, où c'est la justice, maintenant, qui exécute ces décisions. Ils ont été condamnés à mort par la justice. Mais sur l'ordre de aujourd'hui, nous le vivons. La justice est encore aujourd'hui instrumentalisée par les acteurs politiques. Tu ne peux pas le nier. J'ai dit ici que quand tu es d'accord que notre justice est défaillante et que ceux qui ont l'argent et le pouvoir peuvent influencer les décisions de la justice, mais on est dans quoi? C'est qu'il y a possibilité, même si les voies de recours sont offertes, il est possible que les innocents soient victimes de la défaillance de cette justice. Les gens n'ont pas droit à un procès équitable. Et j'ai dit des alternatives. Des alternatives à la peine de mort. Quand je parlais de la nécessité de la rééducation, de la réhabilitation et de l'insertion sociale, je parlais de notre système carcéral aussi qui est défaillant. Et je l'ai évoqué, j'ai dit que non, il fallait commencer par les fondamentaux pour permettre à ce que notre justice soit plus humaine, plus digne et puisse non seulement régler les conséquences de la défense de la société, mais aussi puisse s'attaquer aux causes qui font à ce que la société puisse produire autant de criminels. Vous avez parlé du criminel, du comportement criminel, mais vous n'avez pas évoqué des causes. Vous êtes sans ignorer que plusieurs causes font à ce que nous puissions revivre autant de rébellions. Plusieurs causes font à ce que nous puissions revivre une criminalité urbaine endémique. Mais que dites-vous des causes? Comment pensez-vous que nous allons mettre fin à la criminalité? La violence, il faut répondre par la violence. Si vous pensez qu'il faut instaurer une culture de violence et de vengeance pour
régler la problématique de la criminalité urbaine. Non, c'est anormal et c'est injuste. Et c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir c'est quoi l'utilité de la peine de mort dans une société, à part adoucir la peine qui se sentirait soulagé par cette punition que la victime pourrait considérer comme exemplaire. Moi, ma question est simple. Notre code pénal consacre la peine de mort. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu un moment. Le législateur ou le Congo, la peine de mort a été sous moratoire. Pourquoi? Pourquoi on a pensé qu'à un moment, il fallait suspendre l'application de la peine de mort? Ma première question. Ma deuxième question. C'est une question seulement. Donc, je la complète. Donc, pourquoi plusieurs pays ont aboli la peine de mort, principalement les États-Unis, où 27 des 50 statistiques des pays où il y a la peine de mort, si le taux de criminalité a baissé par rapport aux pays qui l'ont aboli. Et là, je comprendrais que sa justification de la peine de mort, c'est seulement parce qu'elle est légale, parce que les codes le prévoient. Et seulement qu'il faudrait, à tout prix, des personnes qui ont trahi la nation, qui soient exécutées et là, prôner ce caractère dissuasif de la peine de mort. Merci. Et moi, je lui dis clairement en conclusion que la peine de mort n'est pas dissuasive. Alors, Josué Okapi, vous serez également en train de citer avec cette émission, donc ça sera dans votre conclusion. Vous serez aussi en train de répondre à la question des... Alors, merci beaucoup pour la question. Comme cela tient lieu de ma conclusion, j'aimerais revenir sur la peine de mort à l'époque de Jésus. Même Jésus lui-même a été condamné à mort, mais sa mort a sauvé l'humanité. Imaginez si Jésus était emprisonné. Quelles seraient les sortes de l'humanité? Jésus en prison. Mais il fallait qu'il y ait condamnation à la peine de mort pour que Jésus sauve l'humanité. Donc c'est un atout pour nous, la mort de Jésus. Cette condamnation à mort a sauvé l'humanité. Alors, pour répondre à la question de mon co-débatteur, pourquoi il y a eu moratoire? Mais le contexte congolais le dit. J'ai dit que la dernière exécution remonte à 2003. Et nous savons le contexte congolais à cette époque-là. Ce sont les belligérants qui se partageaient le pouvoir. Tout le monde voulait gérer. Tout le monde voulait diriger. Alors, une façon en tout cas de mettre fin. Maintenant, là, je peux maintenant le rejoindre. Dans ces contextes-là, la peine de mort serait pour exécuter les opposants politiques. Dans ces contextes-là. En tout cas, c'était le pays était déjà divisé. Alors, si tu as la manette de la direction, tu pourrais condamner ton adversaire politique à la mort. Voilà la raison du moratoire dans le contexte congolais. Maintenant, on l'a levé dans le contexte congolais dès lors qu'on a vu, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Avec le banditisme urbain, avec cette criminalité. Si vous avez remarqué avec moi, Faustin, mon co-débatteur tout au long de ces débats, il parlait seulement de Koulouna. Alors que moi, j'ai évoqué le Koulouna et ceux-là qui trahissaient l'armée. Mais il n'a pas touché ça. Parce qu'il trouve que c'est un peu grave. Quelqu'un qui a vendu le pont de l'armée l'insérer encore après plusieurs années. Ça ne passe pas beaucoup plus dans la société. Et si vous faites des sondages, en tout cas, la population dira qu'elle est pour la peine de mort. C'était pour répondre à la première question. La deuxième question, pourquoi est-ce que les autres pays ont aboli la peine de mort? Mais les autres pays, nous n'avons pas le même contexte. Nous n'avons pas les mêmes circonstances. Si par exemple la France a aboli la peine de mort, mais regardez d'abord la France. Il n'y a pas de guerre à répétition. Il n'y a pas d'atrocité. Il n'y a pas de statistiques de haute criminalité. Mais les contextes des pays diffèrent. Alors, dans le contexte congolais, il faut appliquer la peine de mort pour cesser avec cette barbarie. Donc, c'est ça la réponse. Voilà pourquoi chaque pays a sa constitution. Parce que les circonstances de chaque pays diffèrent des autres. Si on était tous dans un même pays, si le monde était un seul État, alors on aurait dû avoir une seule constitution. Mais chaque État a sa constitution pour dire que nous avons nos propres réalités.
Merci Josué. Donc, en signe de conclusion, en tout cas, c'est ce que je peux dire, mais je salue quand même la pertinence des arguments de mon co-débatteur. Merci Josué. Kabanza, vous avez quelque chose, un mot à dire en conclusion? En fait, premièrement, je vais revenir sur ce que mon co-débatteur a dit. L'application de la peine de mort, ce n'est pas celle qui mettra fin aux guerres en répétition dans notre pays. Ça n'a rien à voir. Les causes proches et lointaines de cette guerre n'ont rien à voir avec l'application de la peine de mort. Dans ce pays, il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Déjà, sur le front, ils sont déjà condamnés. Ils savent que l'espérance de vie est comptée. Donc, ce n'est pas une peine de mort qui arrêterait ceux-là qui déstabilisent notre pays à continuer à le faire. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités à main, puisse renforcer ses capacités à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, de protéger les citoyens contre les différentes agressions. Aujourd'hui, le Rwanda peut arrêter de nous agresser, demain, ça sera le Soudan, après, ça sera l'Ouganda et d'autres pays voisins si notre capacité à nous défendre n'est pas renforcée. Et deux, au banditisme urbain, répondre par l'application de la peine de mort, ça ne règle aucune cause qui fait à ce que ces gens déstabilisent la société. Ces gens sont victimes de la défense de la société, de manque d'alternatives d'emploi, d'un système politique défaillant qui ne leur accorde aucune chance, d'un environnement violent dans lequel ils grandissent. C'est une question morale. On ne règle pas une question morale avec la loi. Il faut identifier les vraies causes. Et moi, en conclusion, je reste convaincu qu'une sanction privative de liberté à perpétuité est plus dissuasive que la peine de mort. Nous avons vu ceux-là qui ont été condamnés à mort dans le dossier M. Laurent Désiré Kabila. Et dit qu'à peine 20 ans après, il a été gracié. Aujourd'hui, il sert la République. Il a suivi son chemin de rédemption. Nous ne pouvons pas évoquer le cas Jésus qui est exceptionnel pour justifier la peine de mort. Jésus, s'il serait mort et non ressuscité, on n'aurait pas ses salis. Aucun autre humain n'est mort et ressuscité. Donc ça, c'est un cas exceptionnel. Et Jésus, sa mort, il n'a pas été, si en tout cas il a été condamné à mort parce qu'il a commis une infraction quelconque, alors donc on sait tous pourquoi il est mort. Il n'a commis aucun acte, c'était dans son plan pour sauver l'humanité. Et moi, en tout cas, tout en remerciant Web Info TV pour cette émission, je pense que notre société ne devait pas faire l'apologie de la violence. La violence ne résout aucun problème. La culture de la violence et de la vengeance est à combattre. Cette barbarie légale est à combattre. Nous devons tous nous battre pour le respect des droits humains et de la dignité humaine. Même les criminels les plus atroces ont droit à la vie, ont droit à la dignité. Donc, il faudrait en tout cas appliquer la peine alternative, celle privative de liberté, que ce soit à perpétuité ou autre, et soumettre le criminel à un processus de rééducation, à des travaux communautaires pour que la peine puisse être utile à l'État et à la société, et que, après avoir suivi ces chemins de rédemption, que les criminels puissent, donc que cette personne transformée puisse être réinséré dans la société et qu'il puisse être utile à la communauté. Et que la victime aussi, même, je ne vois aucune sanction, même la peine de mort qui peut soulager la peine de la victime. Merci. Aucune condamnation à mort ne peut ramener la vie ôtée, non. Merci. Donc, c'est ça ma conclusion. Et en tout cas, je tiens à remercier mon co-débatteur, je tiens à remercier mon frère Faustin, et mon ami qui est de l'autre côté à la technique. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci également d'être venu, monsieur Josué Kabanza.
Merci également d'être venu. Vous êtes habitué d'ailleurs de ces plateaux. Monsieur Josué Okapi, on sera ensemble encore avec vous les samedis pour l'émission Que dit les droits. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. On sait bel et bien que vous l'avez aimé. Vous avez beaucoup appris tout au long de cette émission. Je vous demande juste de continuer à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.